Good evening and welcome. You will allow me by starting with a few words in French for Annie Ernaux. Chère Annie Ernaux, bienvenue chez Albertine, dans cette maison qui s'est donné une mission, celle de soutenir les écrivains et les créateurs de tous les horizons. Vous êtes depuis longtemps lus et aimés. Vous êtes donc ici chez vous. Merci à tous. Merci. Dear friends, thank you for being with us today. I'm Gaëtan Bruel, Cultural Counselor of the French Embassy, and I'm speaking on behalf of everyone here at the bookstore and at Villa Albertine when I say that it is a tremendous honor to welcome Annie Ernaux, winner of this year's Nobel Prize in Literature, and fellow author Kate Zambrino. I say a tremendous honor, but I know that for many of us here, it's actually much more than that. It's been years that the team of Albertine Books, Sandrine and Myriam, have been looking for the right opportunity to invite you to New York. And it's already been several days, if not several weeks, that all those present in the audience have confirmed their coming, so that when the Nobel Prize was announced, this event was already sold out. What I mean is that while some people discovered your work with the announcement of the Nobel Prize, and we forgive them for that, all those present here tonight know you, admire you, and have been reading you for many years already. That's why this gathering is almost like a gigantic book club, and that's why it's a unique honor and an unparalleled joy to welcome you tonight. I would like to thank Unifrance and Adeline Monzier, the Lincoln Center and Florence Almosini, without whom this event would not have been possible, as well as Annie Ernaux, longtime publisher in the US, Seven Stories Press, and Dan Simon and Ruth Weiner in particular. While I will leave it in a minute to Kate Zambrino to discuss in greater detail Ernaux's work, I will just say that Annie Ernaux, the author of 18 internationally acclaimed books and winner of numerous awards, created a breakthrough in French literature when she began publishing in the mid-1970s. Book after book, Ernaux has shaken the literary canon, sweeping us off our feet with fiction equally centered around what was considered at the times lowbrow subjects, such as an abortion, a suburban train, or a big box superstore, or around noble topics such as time, love, and loss. And Ernaux has revolutionized our literature with her language as well, turning her back on demonstrative and flowery styles and imposing instead clear, concise, cutting sentences that host another world, one that is rarely invited among the literary, that of the working class, the humble and often invisible people. This bridge that she has created within our literature has empowered so many authors to step in after her. And I simply can't think of any other writer whose work has proven to be so fundamentally nurturing, liberating, or inspiring for her peers. From Emmanuel Carrère to Edmund White and Deborah Levy, from Nicolas Mathieu to Marie Ndiaye, from Zadie Smith to Constance Debré, Edwige Danticat, Julie Otsuka, and Édouard Louis, they all recognize the groundbreaking importance and exquisite artistry of Ernaux's writing. One last word, just to mention Annie Ernaux's generosity toward her fellow writers and the detailed letters that she often writes to them after reading their work. I don't think we can measure yet how much of a difference she's making in their lives and of course in their work, nor how powerful a beacon she is in the context of contemporary literature today. And I would like finally to express our deepest gratitude to Kate Zambrino. Kate is the author of 8 books, most recently the novel Drift, and a study of Hervé Guibert. The Light Room, a meditation on art and care, is forthcoming from Riverhead Books in summer 2023. Her books have been translated into 7 languages, including French. And now, without further ado, I will leave the floor to our guest. Thank you very much.
Thank you so much. Thank you to Albertine and to Seven Stories Press, and of course to Annie Arnaud for being here. Because this is Indigenous Peoples Day, I just want to take a moment to acknowledge that this event is on land originally inhabited by the Lenape. I feel incredibly moved to be here with you right now, celebrating you, as I felt incredibly moved reading through the English translations of your work this past week. It seems appropriate to say that we are so moved for you. My duty here is to continue the conversation that I and so many others feel as your readers. I want to begin thinking about the I in your work. The writer and artist Maura Davey, who is often in conversation in her work with one of your English translators, Alison Strayer, regularly quotes Rainer Werner Fassbender. The more honestly you put yourself into the story, the more the story will concern others as well. I found myself thinking of that concept of honesty and generosity when reading through your first-person narratives. And I wanted to ask you about this. C'est la question, là? Yes, that's the question. Oui, alors, effectivement, la question de la première personne, c'est, je crois, la question que je me suis posée lorsque j'ai décidé d'écrire. Je veux parler des années 70, lorsque j'ai commencé en réalité de vouloir écrire à nouveau. Parce que j'ai commencé lorsque j'avais 22 ans et j'avais commencé aussi un texte avec je, mais qui n'a rien à voir avec ce que j'écrirai ensuite et qui était très marqué par le nouveau roman auquel je dois tout de même beaucoup, d'une certaine manière, grâce à la lecture de gens comme Butor, Rob Grillet, Nathalie Sarraute, savoir qu'une autre fiction était possible, une autre manière que le roman traditionnel, avec une histoire et la troisième personne, etc. Mais donc ça, j'ai commencé d'écrire ainsi, avec un jeu, mais ce n'était pas le jeu qui me viendra avec le livre qui sera mon entrée en littérature, Les armoires vides. Oui, voilà. So indeed, the question of the first person, I think that's the question I asked myself when I decided to write, by which I mean the 1970s. And actually what that means is when I started to write again, because I had initially started to write when I was about 22, a text that already used the first person, the I, but an I that had nothing to do with the I would use later. This was an I that was very marked by the nouveau roman, to which, in a way, I owe quite a lot. Thanks to reading Michel Butor, Alain Robbe-Grillet, Nathalie Sarraute, I discovered that there were other fictions possible, other ways than the traditional novel with its story and its third person. And so when I initially started to write, I did write with this first person, the I, but it was not the I that I would use with the book into which I truly entered into literature, which is Cleaned Out. Ensuite, je recommence donc d'écrire dans les années 70 et je pars vraiment à ce moment-là avec le désir que vous avez énoncé avec la phrase de Fassbinder, c'est-à-dire le désir d'aller très loin, le plus honnêtement possible dans mon histoire, dans la mémoire de mon histoire. Et ce que je veux à ce moment-là écrire, il me semble que, parce que personne, à mon sens, ne l'a écrit,
c'est quelque chose qui me pousse à utiliser la première personne comme étant la porte d'entrée dans la réalité dans laquelle je vais plonger avec l'écriture, par l'écriture. C'est une sorte d'instrument pour moi de connaissance. C'est ainsi que je le ressens lorsque je commence ces récits des armoires vides que j'intitule à l'époque roman, parce que je n'imagine pas qu'une inconnue comme je suis puisse utiliser un jeu autobiographique. C'est quelque chose qui, dans les années 70, va commencer d'émerger avec la parole des femmes. Il faut bien le dire, avec la parole des femmes. Les femmes vont dire « je », mais moi, je suis dans le désir de raconter mon histoire, mais mon histoire de femme. Elle n'est pas, j'allais dire, c'est pas qu'une histoire de femme, c'est une histoire de femme qui a grandi dans un milieu populaire et qui, par les études, est parvenue à un monde intellectuel, cultivé. Et il n'y a pas de mot encore pour dire cela. Maintenant, on parle de transfuge, mais à l'époque, il n'y a pas ce terme. Donc, c'est un jeu qui est un jeu de femmes, mais avec quelque chose de nouveau qui est le fait de la déchirure sociale du transfuge, de la transfuge de classe. Et c'est pour cette raison que j'intitule mon livre roman, mais je veux dire que la première personne, le jeu, est vraiment cet instrument qui me permet d'aller le plus loin possible dans la mise au jour de ce parcours déjà d'une vie. C'est long. Hein? When I started to write again in the 1970s, I went at it with this desire that you stated in quoting Fassbinder, which was to go very far, as honestly as possible, in my own story or history, the memory of my story. What I wanted to write was that because no one had written it. So I used the first person as an entrance into the reality that I was going to dive into with and by literature. I as an instrument of knowledge of how I feel. And so when I started Cleaned Out, I called it a novel. I called it a novel because I couldn't imagine an unknown I that was autobiographical. Now, in the 70s, this use of the I would emerge with the words of women. It's important to underline this. It was a woman's I, the woman's first person. So I had a desire to tell my story, but it was a woman's story. And not just a woman's story, but the story of a working class woman who, through her education, would reach an intellectual, cultured social sphere. At the time, we didn't have the word to describe this traversing of classes. In French, there's a word now that exists, transfuge, which I, translator, don't think exists in English. But this I of a woman, the woman's I that I used, was used to express this opening up in the social fabric that allowed for this crossing of classes. You write this concept of getting inside and the desire to get inside literature, the feeling outside of literature because of class, but also a desire to get inside of literature repeats throughout your work. And I'm wondering what that means to you when you write in a girl's story or when you write in the book about your mother, that you need to get inside.
Je ne peux pas dire que je voulais entrer en littérature. C'est une expression qui ne m'est jamais venue. C'est plutôt que la littérature, pour moi, m'est apparue comme le moyen, le seul moyen d'atteindre ce que j'appelle tantôt la vérité, tantôt la réalité, alors que sans doute philosophiquement il y a une distinction à faire. Ce que je veux dire, c'est que c'est le moyen à la fois de rendre claires les choses, mais pas les simplifier, au contraire. C'est en écrivant qu'on les rend encore plus complexes, je crois. Et c'est une façon pour moi aussi, tant qu'on n'a pas écrit quelque chose, tant que je n'ai pas écrit quelque chose, j'ai l'impression qu'elle n'existe pas et qu'elle reste un domaine flou, inexploré. Et pour moi, c'est comme un devoir, comme une fonction, comme, on va dire, un dessein, si on veut, et bien par l'écriture, par les mots, par une forme particulière, d'atteindre cette chose qui demande à être élucidée, qui demande à être explorée. Ce terme d'explorer est aussi pour moi quelque chose d'important. Et c'est ainsi, je vais peut-être sauter un peu de coq à l'âne, mais par exemple, on m'a quelquefois demandé pourquoi, bien des années après mon avortement clandestin, j'étais au début des années 2000 revenue sur ce que j'appelle alors un événement. L'événement, eh bien, c'était parce que j'avais le sentiment qu'il y avait là quelque chose à défaire, regarder, explorer, et que c'était uniquement par le récit de cet événement, par ce qui allait arriver pendant que j'écrivais, et non pas à l'extérieur de moi, mais ce que l'écriture fait advenir au moment où l'on écrit. Et c'est cela qui était important pour moi, donc bien des années après. I can't say that I wanted to enter into literature, the way in French we have this expression, to enter into literature. It's an expression that never comes to me. Literature appeared to me as the only means to reach what I call either truth or reality, though philosophically one should probably draw a distinction. What I mean is that it is a way to make things clear, not in a simple matter. On the contrary, to write things makes them more complex. But it is a way for me too that, scratch that, a way for me too. It is a way also that so long as something has not been written, it doesn't really exist. So long as something hasn't been written, it remains somehow in a blurry, unexplored field. And so for me, it is a duty, one could say a destiny, to, through words and a form, reach things that need to be elucidated or explored. Explore is a very important term to me. And now you may say that I'm jumping from one thing to another, but it's also why years later, after I had a clandestine abortion in the 2000s, when I chose to write about what I called an event or a happening, people would ask me,
Why are you returning to this? And it's because I had the feeling that there was something there that needed to be undone, to be looked at, to be explored. And it was only through narrative that that happening could be looked at that way. And so what happens when I write about it is not about what is outside of me, but what the writing actually makes happen. And that's an important thing to do, even years after the fact. It's in happening, there's the moment where the young narrator who does not want to be pregnant goes to the library index to try to look up abortion in novels, and she cannot find them. She feels so full of literature, but so outside of it. And it strikes me hearing you, there is this void that you found in terms of the truth of certain experiences, working class experience, a young woman, abortions, an abortion, sexual trauma. You had to write it. You had to write into that void. Oui, je pense que ce que vous citez, ce passage où je vais chercher dans les livres le récit d'un avortement et je ne le trouve pas, montre bien effectivement que je suis absolument nourrie de littérature depuis l'enfance. C'est quand je cherche de plus loin que je cherche, je sais que la lecture, que les livres font partie de ma vie. J'ai rêvé ma vie d'abord avec les livres. Donc c'est assez naturellement, encore que avec des moments de doute, je me suis orientée vers un métier qui était d'être prof de lettres. Voilà. Mais ça n'a pas été totalement, ça n'a pas été immédiat. Mais la littérature, effectivement, c'est toujours partie de ma vie. Et il y a effectivement, dans mon désir d'écrire, mon désir d'écrire n'a jamais été de faire en réalité un beau livre, ni même d'appartenir au monde littéraire, pas du tout, mais de réussir à dire ce qui me semble m'appartenir, pas m'appartenir, je ne veux pas dire m'appartenir, mais ce qui m'est arrivé. Et cette idée de happening, justement, d'arriver, ça veut dire que ça vient de l'extérieur, ça me traverse, et en même temps, donc, que je ne suis pas unique, que c'est quelque chose qui peut traverser aussi d'autres êtres, d'autres vivants. Et au fond, que l'écriture, pour moi, a toujours été cela, c'est-à-dire de mettre au jour ce qui m'est arrivé, ce qui m'appartient d'une certaine façon, mais dont je sais que ça a besoin. Au fond, je suis simplement traversée, c'est ça, toujours le terme qui me vient. Ça veut dire que je suis comme le lieu d'une expérience qui demande à être écrite. Et je fais une grande différence, bien sûr, entre écrire et simplement raconter. Dans les années 70, j'ai participé aux luttes des femmes pour que l'avortement soit libre en France, soit autorisé. Et nous étions plusieurs à raconter notre expérience. Et pour moi, c'était bien sûr utile, cette sororité, cette façon de dire ce que nous n'avions jamais dit. Et bien pour moi, ça n'était pas, c'était différent de l'écriture. C'est seulement l'écriture qui pouvait être, je ne sais pas, avoir un pouvoir que les mots seulement prononcés
ou simplement un article, par exemple, non pas. Et ça veut dire qu'il faut, à un texte, choisir une forme, choisir les mots. C'est un travail immense. Voilà. Yes, I think the passage that you refer to, when I look at books for the story of an abortion and don't find any, shows that I've always been nourished and fed on literature since childhood. As far back as I look or can remember, books are a part of my life. And that's why I oriented my life toward books. It was quite naturally, though I had some doubts, that I chose the profession of being a literature teacher, though that was not immediate for me. Literature was and still is a part of my life. My desire to write never had anything to do with writing a beautiful book or being part of the literary world, not at all. What I wanted to do was to succeed in saying something that belonged to me. No, I don't want to say belonged to me, something that happened to me. This idea of the happening as something that comes, that is exterior to me and traverses me, goes through me, and at the same time is not unique. It can traverse other living beings. It can go through other living beings. Writing, for me, has always been to bring to light what happened to me, and in a way belongs to me, and also traverses me, goes through me. It is like I am the place where an experience demands to be written. So as you can see, there's a significant difference between writing and telling, the way you tell a story. In the 1970s, along with other women, I fought for the legalization of abortion in France. And several of us told about our experiences. It was very useful for me to have this sorority and to tell what was never told. But something was still missing. Only literature has the power, this power that words pronounced or even a mere article don't have. And it's this thing of choosing the form of a text, choosing words, which is huge work. You have written that you long for writing that is like a knife. And you have also written about that you had to invent a new sentence, which has been called l'écriture plate, like flat writing. Is that for writing to be like a knife, like to be able to approach an investigation, a happening, in as clear as way as possible? Oui, l'écriture comme un couteau, c'est effectivement au tournant des années 2000, c'est-à-dire à peu près à 25 ans, un peu plus, d'avoir commencé d'écrire. Cette expression-là m'a paru la plus juste pour dire ce que je pouvais dire de mon écriture. Et c'était peut-être sûrement plus juste que écriture plate. Écriture plate, c'était valable pour le livre que j'ai écrit sur mon père, qui s'appelle La Place, parce que c'était une écriture en rupture avec ma première forme d'écriture. La première forme d'écriture est beaucoup plus
explosive, c'est d'une certaine manière, de plus exubérante. Je crois que c'est une écriture qui est beaucoup plus affective. Or, en passant au récit de la vie de mon père, il me semblait que la seule façon d'écrire, c'était une écriture qui était débarrassée de toute notion d'affectivité pour exprimer seulement la réalité de son parcours, pour rendre au fond ce qu'avait été une vie soumise à la nécessité. Et donc une écriture qui était sobre, dirais-je, ou débarrassée effectivement de tout désir de faire littérature. Mais ensuite, je pense que cette écriture-là, elle a évolué, elle n'a jamais été tout à fait la même au cours de ces années d'écriture. La plus grande preuve, peut-être, en est le livre Les années, où il y a une écriture, une phrase surtout, beaucoup plus, je veux dire, complexe, d'une manière complexe. Donc je reviens à l'écriture comme un couteau. Je dis que c'était ce qu'il y avait de plus près de mes intentions, c'est-à-dire qu'il soit... qui entre, j'allais dire, je suppose, qui entre profondément dans le lecteur, mais en fait, je ne sais pas comment. Je ne sais pas comment, et je sais seulement que ce que je cherche, c'est de trouver à chaque fois le mot, la phrase qui correspond à un ressenti qui est vraiment, je veux dire, le seul, et non pas quelque chose au-dessus de ce que je ressens, ni au-dessous. C'est-à-dire exactement, et ça demande beaucoup de moments où je n'écris pas vraiment, mais je suis devant ma feuille et je cherche cette phrase, ce rythme intérieur qui rendra vraiment ce ressenti-là, qui me semble plonger dans ma mémoire, dans quelque chose que, au fond, quelque chose que je ne saurais pas définir. Voilà. C'est très, très difficile d'expliquer l'écriture, je crois. Voilà. Au fond, ce serait peut-être le fin mot de l'histoire. Writing like a knife was a term that I came up at the turn of the 2000s. So a little more than 25 years after I started writing, that expression seemed like the most accurate for what I could say about my writing. More accurate in any terms than this expression écriture plate or flat writing. Flat writing works for A Man's Place, the book I wrote about my father, because with that book, the writing broke with my initial form of writing, and that initial form was more explosive, more exuberant, more emotional writing. Then, when I came to writing this narrative of the life of my father, I found that the only way that I could write about my father's experience was to push aside all notion of emotion and simply tell his trajectory, his path, that of a life subjected to necessity. It was a sober kind of writing in which I indeed pushed aside any desire to make literature,
But that writing evolved, and I would say was never the same in the years of writing that followed. The greatest proof of that is the book The Years, in which the writing, and I would say specifically the sentence, is more complex. Writing like a knife is closest to my intention, to go deeply into the reader. But I don't know how. I only know that what I'm looking for is to find the word or the sentence that corresponds with a lived feeling or a lived experience. The only one, and not above and not below what I feel. The exact one. And that demands many moments when I am sitting, when I don't really write, when I'm sitting in front of my piece of paper, looking for the sentence, looking for the inner rhythm, looking for that feeling that is deep in my memory. And it's something that I can't define. It's hard to explain writing. That may be the takeaway. I like thinking of the knife as being deep inside memory, like Kafka's Frozen Sea, but also deep within the reader. It's very direct and intimate at the same time. So let's speak about The Years. So can you tell us a little bit of the process of writing it? You had 6 decades of diaries to draw from. And as you so often write your desire for literature within your works, there's this desire in The Years for what Alison Strayer translates as a palimpsest sensation. Oui, alors les années m'ont demandé de nombreuses années d'élaboration de ce texte. Le premier désir de ce texte est venu lorsque mon fils aîné a passé son baccalauréat et que je l'ai conduit au centre d'examen et en le voyant partir vers l'examen, c'était l'examen oral du baccalauréat, m'est venu vraiment le sentiment de la vie qui passe tellement vite, d'avoir un fils qui a déjà 18 ans. Et c'est ce sentiment-là de ce temps qui passe qui est à l'origine. Alors ensuite, il y a comment écrire, comment partir de ça. Mais le temps, une autre sensation, c'était quelle différence entre une vie de femme, une femme qui avait 42 ans, à l'époque 43, et la vie telle que les femmes avaient connue comme ma mère. C'était un gouffre. Son sentiment était vraiment un sentiment d'un passage des années qui s'était accompli à travers moi, bien sûr, mais aussi à travers la société. Donc, il y avait un enjeu qui était double, c'est-à-dire ma propre histoire que je ne saisissais pas du tout, et puis aussi ce monde qui avait changé. Et je ne pouvais pas dire à ce moment-là, eh bien, voilà, je sais comment ça a changé, etc. C'était pour moi l'idée de trouver une forme pour un texte qui allait dire à la fois le changement du monde et mon changement personnel, sans en quelque sorte une sorte de fusion entre les deux. Et cette forme-là, j'ai mis beaucoup de temps
à la trouver, vraiment. On peut dire que j'ai commencé réellement en 2000, en 2002, 2001 dirais-je, oui, 2001, alors que j'y pensais depuis 1982. Vous voyez que ça a mis beaucoup de temps. J'ai écrit des livres entre-temps, bien sûr, parce que j'ai ce besoin d'écrire. Mais le livre lui-même s'est vraiment développé avec des phases, bien sûr, d'essais et d'erreurs. Il y a, pour vous donner un exemple, c'est que le livre qui s'appelle Passion simple, au départ, il devait être le début d'une sorte de remémoration. Ça n'a pas marché et j'ai détaché Passion simple, est devenue une œuvre autonome. Il y a, également, je pourrais parler d'un autre texte qui s'appelle La honte et qui, lui aussi, au début, faisait partie de cet ensemble encore dans les limbes. Ça c'est en fait à un moment donné j'ai pensé à en fait écrire un texte où il n'y aurait personne, il n'y aurait ni je ni elle, il n'y aurait rien que le on et le nous, et à ce moment-là j'ai pu commencer, mais il y a eu un autre écueil à un moment, c'est de me dire, mais au fond, c'est assez désincarné. Alors, comment incarner dans le texte et là, c'est l'idée de la photo, d'introduire la description de photos réelles m'appartenant, mais à la troisième personne, c'est-à-dire en refusant complètement la première personne, et qui apparaîtra dans ça et là, mais dans les journaux écrits par le L. Voilà comment le texte c'est. J'aurais encore bien d'autres choses sans doute à dire, mais le texte, Les années, ne part pas de mes journaux intimes pour répondre à la question. Il ne part absolument pas des journaux intimes. Il part voilà, de la pensée, de la mémoire, et surtout de qui n'existe pas encore en écriture. C'était pour moi... Je dois dire qu'à chaque fois que j'écris quand même quelque chose, c'est avec ce sentiment qu'il n'y a pas eu de livre comme ça là avant. Voilà. C'est-à-dire que je sais que je suis porteuse de quelque chose qu'il faut écrire. Mais ça ne suffit pas pour l'écrire. Il faut que, justement, je trouve exactement la forme. Et les années ont été cette forme très particulière et dont je pensais qu'elle ne trouverait pas de lecteur. Mais réellement, là, c'est pas du tout une coquetterie. C'était vraiment ça. Mais je me disais que ça n'avait strictement aucune importance puisque j'étais allée au bout. Voilà, c'est tout. Oh, I poured you water. Oh, thank you. The years demanded many years of elaboration, of development of the text. The initial desire for this text came to me when I drove my eldest son to take his examination for the baccalaureate. And I drove him to the examination center, and I saw him, the testing center, and I saw him going to take his oral exam for the baccalaureate. And this feeling came over me of how fast life goes by, of having a son who was already 18 years old. That feeling of time passing was at the root of the project. Then, of course, there was the question of how to write it. So I started from that, but it took a long time for this to develop it. What I needed to work on was the sensation of the difference
between the woman I was at that time, a woman of 42 or 43, and women like my mother. It was like there was an abyss there. And so there was this feeling of the passage of the years happening both through me and through society. So there's two things at stake in the project. There's my own story, which I didn't at all grasp when I started it, and then there's the world changing, which I couldn't say how exactly it had changed at that point. So the idea was to find a form that would say or express both the change in the world and the personal change in a kind of fusion of both. Now, it took a very long time to find the form that would express that would do that. I found it in about 2002, and I had been thinking about it since 1982. So it took a really long time. Of course, in between, I wrote other books because I have this need to write. But the book was developed through numerous trials and errors. To give you an example, the book Simple Passion, in the beginning, was supposed to be an act of remembering that was part of this project, but it didn't work, so I detached it and it became an autonomous work. I could also speak about the book Shame, which at first was part of this big project that was still in a kind of limbo. At one point, I thought that I would write a text where there was no one, meaning there would be no I and there would be no she, just us and we. And then I was able to really start into it. But there were other challenges. I noticed that only using us and we was quite disembodied. So how could I embody the text? That's where the idea of the photos came in. I introduced real photos that belong to me that are described in the text. And then there's the third person. I rejected the first person, who appears only here and there in the diaries written by the third person, by she. But just to answer your question, the years did not start from my diaries, not at all. It started from thought and memory. And also, as always when I write, with the idea of what doesn't yet exist in writing. Every time I write, I have the feeling that there has been no book like this before. So in a sense, I'm carrying this feeling that I must write something. That I'm carrying something that, yes. I have this feeling that I'm carrying something that must be written, but it's not enough simply to write it. I have to find the form. So the years has a very special form. And once I found that form, I was able to take it all the way to the end, which is what's most important. Yes, yeah, very, very good. In the years, you write not only of this desire for a palimpsest sensation, but also a desire for a total novel. And it strikes me, another word that is translated often in English in your work is inventory. And it strikes me that the years, in some ways, is an inventory of all of these past selves, but also all of these past books. En fait, c'est assez difficile de répondre à cette question
En revanche, non. Le mot palimpseste, effectivement, c'est quelque chose, ce que j'ai appelé la sensation palimpseste, c'est certainement quelque chose que je mets au jour dans ce livre, Les années, mais qui organise, je crois, ma façon d'écrire. C'est-à-dire que j'ai l'impression que je vis les choses empilées les unes sur les autres. Et c'est ça qui peut-être est à l'origine donc du livre Les années. Mais en fait, j'ai eu une idée quand même très directrice de ce livre continuellement, qui est la suivante, c'est-à-dire que je ne suis pas une personne qui est dans une époque, mais il y a une fusion continuelle de la personne et de son époque. Je suis, comme le dit un historien, mais j'ai oublié son nom, je me demande si c'est pas Marc Bloch, qu'on est enfant au temps de son père. Ah, il n'a pas dit sa mère, hein, désolé, mais voilà, autant de son père que de son époque. Moi, je dirais donc de ses parents et de son époque, voilà. Mais oui, c'est quelque chose. Donc que la forme, que ce ne soit pas la forme habituelle de l'autobiographie, qui est un jeu dans une époque, donc je faisais ceci à tel et il se passait ça dans le monde, mais qu'il y ait une sorte de circulation continuelle à travers le texte des événements, des publicités, de ce qui se passe et de ce qui se passait au point de vue économie, au point de vue, mais à l'intérieur, non pas d'une façon objective, mais telle que la mémoire collective avait enregistré les choses. Et c'est ça qui était, pour moi, je ne racontais pas des événements, mais les événements à travers une mémoire collective. Et cette mémoire collective, elle est forcément déposée en moi, ce qui me permettait d'écrire ce livre. C'est peut-être un peu compliqué, mais il y a une phrase à l'intérieur dont je me souviens, que je dis que c'est simplement ce livre, c'est le reflet dans une mémoire individuelle de la mémoire collective. C'est ça, voilà. In fact, it's quite hard to answer that question, but the term palimpsest sensation is something that I bring to light in the years. It's how I organize my way of writing. I have the impression that I live things that are stacked up one on top of another, and that is at the origin of the book, The Years. For the years, I had this guiding, directing idea continually. That was that I am not a person in an era or in a period, but that there is a continual fusion of the person and the era. As a historian said, I can't remember right now who it was, but I think it was Marc Bloch. He said, one is a child at the time of one's father. He said father, I'm sorry, not mother. One is a child at the time of his father and of his era. I'd say one is a child at the time of his parents and his era. And so for the years, the form was not the usual form of autobiography, which is an I in an era.
I did this while this was going on in the world. There is a continuous circulation in the text of events, ads, what happens from an economic point of view, and the person. It's inside things in a way that is not objective, but that is like the collective memory that was recorded. I didn't tell events or describe events, but through collective memory, I am like the person who receives them and holds them. This may be a little bit complicated, but there's a sentence in the book that I remember that goes like this. The book is the reflection in an individual memory of collective memory. Thank you. I've been told I have one more question, so I have to think about what that question is. I have a sense what I want to ask. Okay, this is what I want to ask. I don't know, but I love the years. I find it magnificent. I love all of your work. I do read through them, and it's interesting thinking of the different chronologies, the years they're written, the years they represent. But I'm curious whether you have anything to say about whether the years was received differently by critics or in France than your first person work. I just think you might have thoughts about that. Oui, absolument. Oui. J'ai été, pour résumer, j'ai été l'écrivaine à la première personne, donc jusqu'aux années. Oui, et j'ai reçu souvent des critiques, disons, très violentes. Très, même, je veux dire, dévastatrice, qui aurait pu être dévastatrice, mais c'est pas mon genre d'être atteinte par les critiques. Et il y a eu un retournement complet, avec effectivement de la part de ces critiques-là, parce que il y avait toute une part de la critique, évidemment, je veux dire, et pas seulement la critique, des lecteurs, tout un lectorat qui me suivait depuis très longtemps, depuis le premier même pour certains. Et donc, c'est de la part de ceux qui vraiment n'avaient jamais lâché prise. Hein. Il y a vraiment des gens qui n'avaient jamais lâché prise et qui avaient, je veux dire, vraiment une violence à l'égard de ce que j'écrivais, de ce que comme si je représentais quelque chose, voilà, le tout à l'ego, on appelait ça tout à l'égout, oui, c'est ça. Et avec les années, effectivement, il y a eu à ce moment-là, je veux dire, un renversement. Cela dit, après les années, les plus farouches détracteurs ont bien retrouvé de la matière aussi. Voilà. Bien, avec Mémoire de fille, voilà. Donc alors, parce qu'il y a une autre forme de critique, c'est voilà, de dire que j'écris, écrire par exemple sur les hypermarchés, c'est évidemment considéré comme étant de la sous-littérature, dirons-nous. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, on confond le sujet, on confond ce dont on parle avec l'écriture. Voilà, c'est ça. Absolutely. To summarize, until the years, I had been the first-person writer, and I often received violent reviews, devastating reviews, or ones that could have been devastating, except it's not my style to let myself be affected by that kind of thing. But with the years, there was a total change from the very critics, not
all critics and also the readership. There were people who had followed me for a long time, and even from my first book, but from those critics who had never relented, who were so violent about what I wrote, as if I represented some mega ego. With the years, there was a total change. But I must say that after the years, my fiercest detractors found plenty of material to go at after all. And there was another form of critique or criticism that came then. Like, for instance, when I wrote about hypermarché, the huge supermarkets, it was as if critics confused the subject, what I was writing about, and the actual writing, and considered it sub-literature for that reason. I think that it's time to open it up to questions. Should I speak in French or English? I don't know. Français? Comme je veux. À propos des années encore, je suis désolée, je reviens dessus, mais c'est parce que c'est le livre qui me fait le plus penser à Georges Perec. Et donc je voulais savoir quel était votre... Est-ce que vous avez lu Georges Perec? Est-ce qu'il a été une influence pour vous? Voilà. Alors, Georges Perec, oui, bon, le premier livre de Georges Perec, enfin, le premier livre que j'ai lu, ce sont Les Choses. Et ça a été pour moi un choc. Je n'avais pas encore repris l'écriture. C'était exactement en 1965. Et il a eu le prix Renaudot. Et c'est tout à fait par hasard que j'ai découvert cet écrivain. Et ça a été pour moi, je me suis dit, c'est merveilleux, on peut écrire comme ça. On peut écrire comme ça sur des choses qui vraiment me parlaient à moi. Et parlaient à ma génération et à toute une génération de trentenaires. Et vraiment, c'est comme ça. Mais évidemment, j'ai lu, comment ça s'appelle son livre déjà sur... je me souviens, voilà, I Remember. Et ce livre, bien sûr, mais pour moi, ce n'était pas un modèle. C'était même un anti-modèle, je dois le reconnaître, parce que il me manquait pour moi, c'était vraiment... Voilà, c'est la mémoire en vrac. C'est la mémoire en vrac. Et moi, pas du tout. Ce que je veux faire, c'est vraiment le passage des années. Et s'il y a... dans ce livre, quelquefois, on me dit, mais... quelle est la personne qu'il y a, la personne au point de vue grammatical, au point de vue... Voilà. Je dis, il n'y a personne dans les années. Il n'y a qu'une chose, c'est le temps. Et c'est pour cela qu'en français, c'est à l'imparfait. Tout est à l'imparfait dans l'écriture des années. L'imparfait, non pas le passé simple qui est le temps de l'action, non, uniquement un seul temps, vraiment, d'un bout à l'autre. Et donc, c'est un manque pour moi. Je me souviens de Perec, c'est ça. Mais c'est sûr que je l'avais en tête. D'ailleurs, j'en parle dans les années. Je dis, voilà, à un moment, on mélange tout. C'est un peu, voilà, c'est la mémoire telle que Perec l'a représentée. Voilà. Mais cela dit, j'aime profondément Georges Perec. So it was a quick question. The question was about whether Annie Ernaux likes and has been influenced by Georges Perec, particularly in regards to the book The Years. And so Annie Ernaux answers, yes, Georges Perec, the first book of his that I read was his first novel, Les Choses, The Things. And it was a shock for me. I hadn't yet started writing again when that book came out. It was in 1965. It won the Renaudot Prize, and I discovered it completely by chance, and I said to myself, oh, how marvelous. It's possible to write like that, about things that spoke to me, that spoke to my generation, an entire generation of people in their 30s. Then I read, of course, his book,
I remember. But for me, that is not a model. In fact, I would say it's an anti-model, because Pérec is just memory in no order, memory thrown on the page. And for me, that's not it at all. Me, it's the passage of time, the passage of the years. Sometimes people say to me, who is the person in the years? From a dramatic perspective, who is the person? And I answer, it's no one, it's time. And that's why in French, I exclusively use the imperfect tense in the book throughout it. I don't use the simple past, which is the time of action. It's exclusively the imperfect. And so, in a sense, there was something missing in Pérec for me, and that's actually something that I talk about in the years. At one point, I talk about mixing all the memories up, and that's memory in the Pérec style. That's what Pérec represents. But I must say that, of course, I love Georges Pérec. I think there's a question back there. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup. Je suis assez émue et très impressionnée de vous rencontrer. Moi, ma question, justement, elle porte sur l'intergénérationnalité, parce que vous évoquez le fait que vous écrivez, que vous êtes ancré dans votre époque, et pourtant, bon, je ne vais pas parler de choses qui fâchent, mais je pense qu'on a quasiment 60 ans d'écart. J'assume complètement, vous savez. Et vous m'avez permis d'entrer en féminisme, et je pense que je ne suis pas la seule de ma génération, de ma jeune génération, à qui vous parlez autant. Et finalement, il y a peut-être une forme de paradoxe quand je vous écoute, que vous racontez des choses comme quoi vous êtes vraiment ancré dans votre époque. Alors évidemment qu'il y a des choses auxquelles je n'aurais jamais accès, des situations auxquelles je n'aurais jamais accès. J'ai toujours grandi à une époque où je suis libre de choisir ou pas de ma maternité, même si ça peut parfois être questionné. En tout cas, c'est quelque chose que j'ai jamais connu, ce que vous racontez dans l'événement, et je ne le connaîtrai, je l'espère, jamais. Voilà. En tout cas, c'est une question sur ce lien intergénérationnel. Quel rapport vous avez à cette question-là? Et merci beaucoup, en tout cas, pour tout ce que vous nous avez apporté. Merci. Alors, je dois dire que ce que je viens d'entendre, c'est quelque chose qui est pour moi tout à fait merveilleux, porteur, parce que je ne me sens pas responsable de cet effet que mes livres font sur la jeune génération. Et peut-être que, alors là, on va remonter à la première question que vous avez posée, c'est-à-dire, au fond, qu'est-ce que ce jeu que vous employez, le jeu, à quoi il sert? Et il sert justement à descendre le plus possible dans quelque chose qui est de l'ordre du vécu, de ce qui est ressenti, et que peut-être les mots vont transcender justement tout ce qui pourrait nous séparer au point de vue génération. C'est une explication, mais je ne peux pas en avoir d'autre. Au fond, l'explication, elle viendrait plutôt de vous, lecteurs, lectrices jeunes, que de moi. Parce que je n'écris pas pour, il faut bien le dire, je n'écris pas pour l'éternité, je n'écris pas pour alors sûrement je suis prise dans mon histoire contemporaine, ça c'est certain, et j'écris depuis mon époque. Je ne peux pas dire que j'écris hors époque, pas du tout. Mais je ne peux pas connaître le destinataire, les destinataires de ce que j'écris. Alors, simplement, je vous remercie. Je vous remercie de me donner ce qui est quelque chose que, au fond, je dois désirer, puisqu'il m'est arrivé de l'écrire, c'est-à-dire que toute ma personne, mes pensées deviennent de l'écriture. Et donc,
quelque chose de partageable. Voilà. So the question was about what Annie Ernaux thinks about the intergenerational relationship, since this was a young reader who was asking the question. And Annie Ernaux said, I must say that what I just heard was something for me truly marvelous and that gives me energy, because I don't feel responsible for the effects that my books have on the young generation. Perhaps we can go back to the first question that you asked, which was about the I that one uses. What is that for? It is used to go as deep as possible in what is lived and what is felt, and maybe to achieve through words transcending what might separate us between generations. I don't really have another explanation beyond that, and perhaps really the explanation should come from you, the young people, more so than from me, because I don't write for. I certainly don't write for eternity. Now, I am definitely in my contemporary history. I write from my era, but I can't know those who receive what I write or what they receive. So thank you for giving me something that I must desire, because I have written that I want my person, my thought, to become writing, and through that to become something that can be shared. I think there's one more question, yes. Hi, I'd speak in French, except I don't trust my French, so I wouldn't do that. I guess what I want to ask you is that something that I found really striking in your work is that that sense of honesty. It's very admirable, because I think, like, not just for myself, but honestly for us as a human species, one of the hardest things for us to do is really to be able to accept ourselves, and to be able to understand that, you know, we as humans, as products of, you know, of our surroundings, of generations, of our own history, we have our inherent imperfections and prejudices. And I think, you know, in any society really, once you are able to see to that and to accept the fact that, you know, there are certain things that make us who we are, that make us, you know, imperfect, that's when you truly, you know, strip things down to the bare bones and to the soul of something. And I think, you know, in your writing, like, the way, you know, you take things that are so mundane, you know, so everyday, the quotidian, and you're able to, you know, find the essence of that, of the everyday life that, you know, that we are exposed to, that, you know, we may not necessarily see as anything extraordinary, but put together really makes us who we are. And so I just want to ask, like, how are you able to, you know, to essentially, when writing, face yourself in that, and also the people around you, and to be able to, like, honestly look into the soul of things without, you know, backing off? Merci. Je pense vraiment c'est très très difficile de dire ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est surtout, je crois, qu'en écrivant, c'est de ne pas penser à soi. C'est au fond ça. C'est à partir du moment où voilà, je me mets à écrire, c'est simplement, j'ai l'impression de saisir quelque chose qui se trouve hors de moi. Et quand je parle, si je parle effectivement de moi, je considère comme une autre personne. C'est une sorte de distanciation naturelle, presque une forme d'être. J'ai employé d'ailleurs ce terme une fois, comme ça, ethnologue de moi-même.
parce que je cherchais justement un terme et je me disais oui, voilà, comme on examine un chercheur va dans un pays et il essaye de comprendre, de savoir et de se dire que oui, il faut comprendre, mais en même temps c'est un autre être humain. C'est ce que j'ai l'impression, c'est ce que je fais depuis que j'écris. Alors peut-être, bon, j'ai attribué cela, cette sorte de distanciation naturelle, au fait, pour aller vite, que j'étais transfuge de classe, c'est-à-dire à jamais coupée de ce que j'ai été. Mais je pense qu'il y a de l'excès dans cette façon de voir, parce qu'au fond, je suis très certainement, toujours aussi, je suis les deux. Je suis coupée d'une certaine façon, mais il y a toujours au fond de moi la fille d'avant. Qui est toujours là. Mais alors je ne sais pas ce que vaut cette explication finalement. C'est simplement ce que je vous ai dit. Voilà. C'est-à-dire ce sentiment d'être à distance des choses de façon à pouvoir les saisir. C'est ça, par les mots, par l'écriture. I really think it's very difficult to say what happens. It's especially when you write, not to think of myself, not to think of yourself. I think it's that. When I'm writing, I feel that I'm grasping something that's outside me. Now, I do talk about myself, but I think of myself then as another person. There's a kind of natural distancing that takes place. One time I used this expression about this. I said that I was an ethnologist of myself. I was looking for a term and I thought, well, researchers go to foreign countries, they try to understand these people. And so, yes, it's trying to understand this other person. I sometimes attribute this distancing that I do to the fact that I've crossed class lines, that I've moved across class lines, that I'm forever cut off from what I was. There's something a little bit excessive about that because ultimately I'm still both. I'm in a way cut off from my origins, but I'm also deep inside, I'm still that girl. So I don't know what other explanation to give you. It's what I said. It's this distancing, this taking a distance from things and grasping them through words and writing. Je vous remercie tous. Ça marche plus là? Si? Oui. Vraiment, je suis extrêmement émue de votre accueil, de votre écoute. Et je voudrais remercier Kate, qui a vraiment posé des questions très, très fortes. Et j'ai lu le dernier livre de Kate qui est traduit en français et justement je pensais à ce qu'elle a écrit avec la dernière intervention des choses de la vie les plus simples. C'est aussi ce que j'ai trouvé dans votre livre, entre autres, bien sûr. Voilà. Thank you all. I'm really very moved by your welcome, by your listening, and I want to thank Kate for her great questions. I read her latest book. I read her latest book to be translated into French, and the last question made me think of
her writing in her way of capturing the simplest things of life, though of course her book does much more than that. J'aurais beaucoup de gens à remercier ici. D'abord mon éditeur en Amérique, Daniel Simon, que je connais donc depuis 32 ans. Voilà, 32 ans. Voilà. Alors, pardonnez-moi donc de pas remercier tout le monde, mais bien entendu la librairie Albertine, voilà, qui m'accueille. Extraordinaire. Merci beaucoup. This concludes our evening with Kate Zambrino and Annie Ernaux. Thank you very much for the generosity of this conversation.